qui ont pensé finalement cette avancée historique du droit international. Parce que ce qu'on vient de rappeler rapidement, à savoir l'existence d'une Cour pénale internationale, un droit international humanitaire et un droit international pénal, tout ça est relativement nouveau et c'est l'aboutissement d'une réflexion à l'échelle internationale et qui a consisté à instiller une philosophie à la fois libérale, humaniste, reconnaissant l'universalité des droits de l'homme. Et tout cela est aussi l'héritage de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cet héritage-là, d'une certaine manière, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur parce qu'on n'arrive pas à respecter précisément ce qui devait être consensuel, et y compris sur le plan discursif, c'est-à-dire y compris dans nos positions diplomatiques. Et là, je me permets de souligner précisément un parallèle extrêmement saisissant entre ce qui s'est passé pour la guerre en Ukraine et ce qui se passe actuellement en Palestine. Dans le cas ukrainien, la Cour pénale internationale est exemplaire. Elle est exemplaire parce que quelques jours, quelques semaines après l'agression, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, le procureur de la Cour pénale internationale s'est saisi de cette affaire. Il s'est déplacé sur le territoire ukrainien pour prendre acte et enquêter sur les crimes des soldats russes sur le territoire ukrainien. Et cette dextérité, cette rapidité d'exécution est exemplaire parce que là, ça nous permet de croire dans les principes et les consacrés par le statut de Rome. En fait, les crimes en question, notamment commis par l'armée israélienne, ne datent pas de ce conflit. C'est la 5e opération de cette nature en 2 décennies à peu près, avec à peu près les mêmes types de crimes, premièrement. Et deuxièmement, l'autre problème, encore une fois, c'est autant côté occidental, un consensus, une unanimité pour soutenir la Cour pénale internationale dans son activisme et son volontarisme en Ukraine, et heureusement, autant là, pour le coup, non seulement il y a silence, mais on ne condamne pas les crimes commis. Donc c'est ce 2 poids 2 mesures qui affaiblit finalement cet héritage et notre conviction suivant laquelle il y aurait une universalité des droits de l'homme. 2 choses. Alors, autant les victimes franco-israéliennes pourront demander justice, à la fois devant la justice française, mais aussi via la saisine de la Cour pénale internationale. Mais autant, il y a un pendant. Le pendant, c'est que les soldats franco-israéliens, aujourd'hui à Gaza, pourraient très bien être poursuivis pour crimes de guerre, s'il était avéré qu'ils étaient impliqués dans de tels crimes. Eu égard à certaines photos qu'ils diffusent dans les réseaux sociaux, ils devraient réfléchir avant de communiquer de cette manière, car il y aurait par là une responsabilité pénale qui pourrait être engagée de leur côté. Donc, je le précise. Ça peut servir de preuve pendant un procès ? Ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Ça serait insuffisant s'il montre juste un missile. C'est ce que moi j'ai vu. Par contre, j'ai vu des détentions arbitraires où ils étaient fiers de ces actes. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus problématique. Donc, il y a cette dimension-là qui était déjà apparue dans d'autres opérations. Cette question de la binationalité, à la fois pour les victimes, mais aussi du côté des bourreaux. Autre aspect sur lequel vous aviez passé, à savoir la relation entre les 2 belligérants par rapport à la Cour pénale internationale. Donc Israël, vous avez raison, n'est pas État partie. Précisément pour échapper à toute responsabilité pénale devant la Cour pénale internationale, mais pas en tant qu'État naturellement, parce que c'est la spécificité de la CPI, c'est qu'elle poursuit des individus, des dirigeants politiques. Donc c'est pas parce qu'Israël n'a pas adhéré au statut de Rome qu'on ne pourra pas poursuivre des militaires. Alors c'est un autre aspect, mais vous avez raison. En dépit du fait qu'Israël ne soit pas parti au statut, ces dirigeants pourraient théoriquement être poursuivis, alors encore plus théoriquement, soit via la Cour, le Conseil de sécurité, qui pourrait très bien théoriquement voter une résolution qui amènerait la Cour pénale à poursuivre les dirigeants israéliens, ou via une initiative volontariste certains politiques, notamment en France, mais pas seulement, qui parlaient d'actes de résistance pour qualifier les attaques du Hamas le 7 octobre. Ils ont tort au regard du droit international ? Je pense qu'ils sont partis de l'idée que Gaza était sous occupation militaire israélienne, ce qui est reconnu en droit international. Mais en fait,
le raisonnement qu'on applique à Israël en matière de légitime défense s'applique aussi pour ceux qui revendiqueraient la résistance face à l'oppression. Je veux dire par là que même si vous réagissez face à une situation d'occupation, ça ne justifie pas pour autant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire un génocide. Vous voyez ? Donc c'est le même raisonnement. Autrement dit, concrètement, le Hamas ne saurait justifier ce qu'il a commis au nom de l'occupation subie par Gaza. Ça ne marche pas. Ce n'est pas fondé en droit international. Il y a effectivement ce problème de justice à deux vitesses entre grande puissance et petite puissance. Mais en vérité, il y a pire de mon point de vue. C'est qu'en fait, même le clivage entre régime autoritaire ou État autoritaire et État démocratique, il ne se vérifie pas. On a donc des États démocratiques, des États-Unis jusqu'à Israël, qui ne jouent pas le jeu de la justice internationale. Et ça aussi, c'est extrêmement troublant et ça affaiblit le système international. Dans la mesure où on se dit, finalement, voici des régimes qui se disent comme étant des États de droit démocratiques et qui, en réalité, dès lors que leurs intérêts particuliers sont en jeu, ne jouent plus le jeu de la justice internationale et de l'État de droit. Et ça affaiblit tout le système. Tout le système parce que les autres, précisément les régimes autoritaires, finalement se disent tout se vaut. Et puis vos discours, en vérité, sont factices et ne sont que des instruments de puissance comme des... Ça se retourne contre eux, contre les États démocratiques. Exactement. En fait, de mon point de vue, c'est là où le bas blesse et c'est peut-être le plus problématique. De l'invasion de l'Irak par les États-Unis jusqu'à aujourd'hui, les crimes de guerre israéliens à Gaza, au-delà des jeux de puissance, en fait, c'est la question démocratique qui me pose vraiment problème. Parce qu'on a l'impression que sur la scène internationale, être une démocratie, ça ne veut plus dire grand-chose. On n'est pas exemplaire, y compris dans notre rapport au droit et dans notre rapport et notre capacité à respecter l'État. La minorité palestinienne, en quoi elle se distingue du Hamas ? Elle se distingue du Hamas dans la mesure où elle a opté pour la non-violence et la voie diplomatique. Ça s'est traduit très concrètement par son adhésion au statut de la CPI et sa volonté d'adhérer aussi à l'ONU et à dire non à la résolution du conflit par la voie militaire. Donc, et tout cela signifie quoi ? Signifie tout simplement que pour arriver à une solution politique, l'autorité palestinienne compte également sur des décisions de justice parce qu'elle considère que finalement le droit international participe de ses intérêts politiques. Mais Israël n'en veut pas. Et à contrario, on est forcé de constater que les Israéliens n'adhèrent pas au statut de Rome et ne coopèrent pas lorsqu'il y a des procédures nationales, judiciaires, et que par conséquent, la logique du rapport de force classique des relations internationales domine. Donc là, c'est fondamental en vérité. C'est l'une des raisons pour lesquelles finalement ce conflit également mobilise la communauté internationale. Parce que c'est ce qui le structure qui est en jeu. Le rapport de la puissance et de la force d'un côté et du droit de l'autre.